Hello, moi c'est Cécile. En bonne enfant des années 90, je suis en pleine crise existentielle pré-trentaine. Du genre, qu'est-ce que je veux faire quand je serai grande? Est-ce que je suis vraiment bien dans ma vie? Et surtout, c'est quoi le sens de tout ça en fait? Ni vraiment Gen Z, ni complètement millennials. Je fais partie de cette génération un peu paumée, il faut le dire, au futur incertain et aux pensées comparables à un tas de gribouillis. Comme vous, j'ai plein de questions. Et je vous préviens tout de suite, j'ai zéro réponse. Rien, niet, nada. Mais en parler pour se sentir moins seul, ça réchauffe toujours un peu le cœur. Ici, pas de coach de vie, pas de recette miracle. Juste des réflexions en vrac, des interrogations et une porte ouverte pour tenter d'y répondre. Bienvenue dans Flou, un podcast aussi flou que nos avenirs pour les cerveaux un peu embrouillés. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Flou. Et pour être très honnête avec vous, j'ai mis pas mal de temps à l'écrire et c'est la première fois où j'ai vraiment peur de sortir un épisode. Bien sûr, à chaque nouveau podcast, il y a la peur de faire un flop, mais au-delà de ça, là, je vais aborder un sujet dont j'ai jamais vraiment discuté avec mes proches. D'habitude, je prends un peu la température et je me dis « Ah ouais, ok, là, il y a un truc à creuser. Là, je suis pas la seule à me poser une question sur ci ou sur ça. » Mais cette fois-ci, c'est différent. Je vous cache pas que j'ai un peu peur de passer pour une folle et de faire un flop. Ça donnerait quoi ça du coup, folp? La folpophobie. Oula, ça dérive alors qu'on en est qu'à l'incro, je me reconcentre et je me lance. Il y a certains moments dans ma vie où je me suis tellement sentie pas à ma place, pas moi-même dans mon environnement, coincée dans un quotidien qui me convenait pas, ou bien submergée par trop de questionnements et d'émotions. Je pense que tout le monde connaît ce genre de moments, encore une fois à des degrés plus ou moins différents. En tout cas, même si je vous le souhaite pas parce que c'est pas des périodes agréables, j'espère tout de même ne pas être la seule parce que ça m'inquiéterait quand même. Et de temps en temps, au milieu de ces périodes de doute, il y a une pensée qui traverse un dixième de seconde mon esprit et qui me dit « Et si tu disparaissais ?» Et là, je vous parle vraiment d'une disparition à la Xavier Dupont de Ligonnès, en mode personne n'est au courant, tu prends tes clics et tes claques et du jour au lendemain t'es plus là. Nouvelle vie, nouvelle identité, nouvelle perspective, en bref, un renouveau complet et de préférence sur une plage au Brésil s'il vous plaît. Aïe aïe aïe. Là, normalement, c'est le moment où vous commencez à vous dire « cette meuf est complètement tarée ». Mais j'assume, à moitié, certes, et je choisis avec vous de mener une enquête pour comprendre ce mécanisme un peu chelou, je dois l'avouer. Sachez qu'au Japon, ces disparitions volontaires, elles sont tellement présentes qu'elles ont carrément un nom. On les appelle les joatsu, qui signifie littéralement « évaporer ». Et ils sont plus de 100 000 par an à se faire la malle. Il aura fallu des décennies pour que ce sujet fasse l'objet d'études et d'investigations tellement il est tabou. Mais la crise économique des années 90 n'a fait qu'amplifier le phénomène qui ne pouvait désormais plus échapper au radar. Le Japon est une société qui encourage la performance et la perfection à un point démesuré, que ce soit personnellement ou professionnellement. Et pour beaucoup de Japonais, le point de la honte et de l'échec devient tellement lourd à porter qu'ils n'arrivent plus à l'assumer face à leurs proches, aux voisins ou à leurs collègues. Pour eux, il n'existe plus d'autre option que de s'enfuir. Mais attention, rien à voir avec la plage au Brésil comme je l'évoquais dans l'introduction. Ils peuvent fuir dans une autre ville du pays ou juste dans un autre quartier de la capitale, mais pas forcément vers une vie meilleure. Ce qui compte, c'est pas tellement le lieu, c'est le changement d'identité. Et ce phénomène a pris tellement d'ampleur que désormais, il existe même des entreprises créées pour faciliter ces disparitions. On les appelle les sociétés de déménagement du soir, c'est presque poétique, mais pas sûr que ce soit très légal. Et après cela, vous devenez un vrai fantôme et vous menez une vie de clandestinité. Les gens disparaissent. Selon l'ARPD, qui est la plus grosse association d'assistance et de recherche des personnes disparues en France, ils sont entre 4 et 5 000 à mettre les voiles chaque année dans le pays. C'est peu par rapport au Japon, mais ça reste quand même l'équivalent de 10 Airbus A320 complets. C'est même plus que le nombre d'accidents mortels sur les routes. Et pourtant, aucune sensibilisation aux disparitions volontaires n'est faite, contrairement à la sécurité routière. Donc si vous voulez mon avis, il n'y a pas qu'au Japon que c'est tabou. Je suis allée poser la question un peu autour de moi pour savoir si j'étais la seule à avoir cette envie de disparaître. Ah, c'est une excellente question, ça. Je t'avoue que ça peut m'arriver d'y penser, de vouloir disparaître, prévenir personne et quitter mes habitudes, mes amis, ma famille. Mais je l'associe plutôt à un moment, on va dire, négatif, quand quelque chose ne va pas, qu'il y a une dispute ou un clash avec des gens. Mais en règle générale, quand moi je suis dans un bad mood et que quelque chose me saoule, plutôt la volonté de vouloir mettre ma vie sur pause, tout s'arrête, plutôt que de vouloir disparaître.
Personnellement, ça ne m'est jamais, arrivé dans ma vie. Ça m'est déjà arrivé de vouloir, changer de vie, mais sur un projet beaucoup plus, long terme, mais pas du tout sur un coup de tête. Je me suis jamais sentie assez mal, je pense, dans ma vie et dans ce que j'ai construit pour vouloir tout quitter. J'ai déjà eu des petites sensations en mode où, tu as envie de disparaître dans un moment ultra gênant, mais c'est très furtif, quoi. C'est vraiment un sentiment où tu as envie de te cacher sous la table, 10 minutes parce que tu es soumis à une situation de gêne, mais sinon non. Non, je n'aimerais pas disparaître à l'autre bout du monde actuellement parce que j'ai créé mon petit cercle d'amis, de famille sur les 29 dernières années. J'ai beaucoup travaillé sur ça et je pense que je serais pas prêt à repartir de zéro où personne ne me connaît. Et surtout, je pense avoir des engagements sur mes proches et j'ai envie de les garder auprès de moi. Ok, donc a priori, je suis vraiment la seule à être chelou. Mais alors, pourquoi cette tentation? Oui, on a déjà toutes et tous entendu cette fameuse histoire, un peu comme une légende urbaine, du type qui est descendu s'acheter un paquet de cigarettes et qui n'est jamais rentré chez lui. Les situations dont je parle depuis tout à l'heure sont extrêmes, c'est vrai, mais finalement la question reste la même. Pourquoi cette tentation? Qu'est-ce qui pousse à vouloir tout plaquer du jour au lendemain? Les raisons intriguent autant qu'elles font peur. Déjà, il y a, pardonnez-moi le terme, cette fucking pression sociale. Non mais vraiment, j'ai l'impression que cette raison, elle revient à chaque épisode, je peux plus me la voir, cette pression sociale, laisser les gens vivre à la fin, oh! De nos jours, le regard des autres est omniprésent. Le sociologue Erving Goffman parle de mise en scène de soi. Selon lui, dans la vie quotidienne, nous jouons toutes et tous des rôles bien rodés pour présenter l'image de nous-mêmes que nous avons choisie. D'ailleurs, le mot « personne » vient du latin « persona », qui désignait le masque de théâtre. Tiens donc! Et avec les réseaux sociaux, cette comédie, elle est devenue permanente. Manquerait plus que vous ayez du vis-à-vis dans votre immeuble et là, ce serait vraiment le pompon sur la Garonne, vous n'êtes jamais tranquille. Tout le monde s'observe, tout le monde se compare. Hep, je vous entends déjà là, ceux qui vont me dire « Non mais moi, je m'en fiche royalement de la vie des autres. » Tu mens, il ment. Je crois dur comme fer que c'est impossible d'avoir rien à faire des opinions extérieures en toute situation. Ne serait-ce que parce que vos proches font justement partie des autres et que si ce sont vos proches, normalement, leur avis compte pour vous. Le problème, il survient lorsque l'écart entre ce qu'on est et ce que l'on veut renvoyer devient insupportable. Ne pas avoir la carrière souhaitée, ne pas être dans le couple imaginé, ne pas avoir la maison de rêve, les enfants parfaits ou encore la stabilité financière. Pour certains, c'est vraiment perçu comme un échec social. Et bien évidemment, comme à chaque fois, selon ton environnement, ton cercle proche, ton éducation, ça peut venir renforcer ta perception. Disparaître volontairement, ça peut devenir une façon d'échapper à ce jugement. En gros, t'as pété une durite et tu dis « Ciao, la pièce de théâtre et l'évaluation permanente. Moi, je remballe, j'arrête de jouer ce rôle que je ne supporte plus. » Ça peut se comprendre, mais perso, je pense pas que ce soit cette raison qui vienne réveiller des envies chez moi. Arrive en seconde raison, cette fameuse quête de liberté. Ah là là, la liberté. J'adore le concept, mais dans la pratique, je crois que j'ai un peu de mal avec ceux qui l'appliquent. Je comprends cette envie de fuite, de devenir littéralement personne et d'échapper à toute forme de contraintes sociales, professionnelles, administratives et compagnie pour n'en faire qu'à sa tête. Et d'une certaine façon, j'envie ceux qui parviennent à la toucher du doigt. Mais j'ai l'impression que trop souvent, cette quête de liberté, elle est accompagnée d'un surdosage d'égoïsme. Parce que, à moins d'avoir été élevé par des loups et d'être né dans une grotte, peut-on vraiment échapper à ces contraintes? Et si on les ignore, à qui revient la charge? Ce désir d'échapper aux rôles et aux étiquettes, ça s'appelle l'évasion identitaire, et ça peut impliquer de vouloir tout effacer, changer de prénom, de ville, de décor, disparaître volontairement. Ou alors, changer radicalement de rôle, devenir quelqu'un d'autre, un voyageur, un artiste, un inconnu, alors que vous étiez peut-être avant comptable. Pour venir parler de cette envie de liberté, j'ai demandé à mon pote Tristan de nous faire un petit témoignage parce que je pense que c'est vraiment la personne qui a le plus taffé le sujet de la liberté autour de moi et le témoignage ne peut que nous être utile. Alors moi c'est Tristan, j'ai 30 ans, je bosse en mine en Australie en tant que trade assistant électricien. L'objectif c'est de m'y installer et de devenir électricien par la suite. J'ai grandi dans le mouvement constant à travers une quinzaine de déménagements, de changements de ville, d'école, rien de bien stable géographiquement. Et c'est sans doute ça qui m'a donné le goût de l'instabilité. Après mon bac, je savais pas trop quoi faire et en l'absence de perspective pro, parti faire une année en Angleterre pour apprendre la langue. Les rencontres que j'ai fait là-bas m'ont donné envie de continuer. Donc je suis parti en Nouvelle-Zélande et j'ai continué comme ça pendant environ 5 ans, de mes 19 à mes 26 ans, avec quelques retours en France pour voir tout le monde ou pour me renflouer avant de partir. Je pense que la raison pour laquelle j'ai été attiré par le voyage à la base, c'est que je trouvais absolument pas mon compte dans le quotidien de mon entourage en France. Et le fait de partir seul, c'était pour me tester au début, me prouver que je peux le faire en quelque sorte. Et en fait, j'ai vite pris goût à cette solitude.
qui m'offrait une liberté, une indépendance qui me convenait. Est-ce que c'était égoïste? Peut-être, mais j'ai jamais eu ce sentiment. Individualiste, je l'ai toujours été, mais du coup, en ce sens, je faisais un point d'honneur à ce que mes décisions n'impactent personne, et inversement. Le credo, c'était un peu ne dépendre de personne et ne laisse personne dépendre de toi. Et c'est vrai que ça a fini par prendre une place centrale dans ma vie, cette quête de liberté. Être adaptable à tout, ne s'attacher ni au lieu ni aux personnes. Enfin, je sais pas si c'était pas s'attacher, mais en tout cas avoir le détachement facile. En fait, je crois que j'étais un peu addict à cette liberté. Je me sentais bien dans l'éphémère. Et ça s'appliquait à plein de choses. Que ce soit géographiquement, professionnellement parlant, pas jamais de CDI, même relationnel. Dès le début, je prévenais la personne que je voyais que notre relation aurait une date de fin, que je finirais par repartir. Et c'est dur, c'est sûrement là que j'ai été égoïste. Je sais que j'ai blessé des personnes avec cette façon d'être. Parce que malgré qu'on soit tous les 2 au courant que notre relation aurait une date de fin, un attachement s'installait forcément. Et au moment de partir, c'était toujours difficile. Et alors, il y a eu comme un switch il y a environ 5 ans dans une ferme de melons en Australie. J'ai eu une très désagréable impression de déjà vu. Je me suis retrouvé dans une ferme de backpackers, une ambiance cool, ça faisait la fête le week-end, je rencontrais du monde avec ces questions qui reviennent un peu tout le temps. Tu viens d'où? Ça fait combien de temps que t'es là? Tu sais, ces rencontres qui vont durer 3 mois et après on recommence avec d'autres. J'ai eu l'impression de tourner en rond, je crois. Ça, plus le fait que pendant mes 2 mois de vacances en France, juste avant ça, je me suis senti moins intégré à ma famille et à mes amis. Je sentais une forme d'éloignement assez désagréable. Je crois que j'avais atteint un paradoxe. J'étais enfermé dans ma liberté. Et finalement, ça avait des conséquences. Ça m'a fait totalement remettre en question pas mal de choses dans ma vie, à commencer par cette définition que j'avais de la liberté. J'ai fini par comprendre que la liberté absolue n'existe pas ailleurs que dans ta tête. Dans la vie, tu fais des choix et choisir, c'est renoncer. Pour ce qui est de l'envie de disparaître, c'est pas quelque chose qui m'a beaucoup touché personnellement. Je peux me tromper, mais je pense que c'est surtout un besoin qui peut apparaître chez des gens qui ont choisi une certaine stabilité. Et là où moi je me suis senti un moment englué dans le mouvement et l'instabilité, je pense que le besoin du reset vient à l'inverse chez des gens qui peuvent se sentir coincés dans la stabilité et la sécurité. Je crois que tout simplement on veut ce qu'on n'a pas. Et que finalement, faut réussir à trouver un compromis qui nous convient entre sécurité et liberté. Suite à cette réalisation, je suis rentré 3 ans en France pour passer du temps avec mes proches, me former en électricité et investir dans des projets perso. Tout ça pour contrecarrer un peu les effets négatifs de mon manque de stabilité. Après ces 3 années, ça a commencé à me démanger un peu, donc je suis reparti à Perth en Australie, mais cette fois de façon plus stable. Je réfléchis à m'installer ici sur le long terme, même s'il y a encore pas mal de pays qui me font l'œil, je me dis qu'on verra avec le temps. J'appelle mes proches très régulièrement, j'essaie de prendre des nouvelles de tout le monde, et puis je rentre dès que j'en ai l'occasion. Surtout que maintenant, j'ai une adorable nièce. Je vous avais bien dit que c'était un fin connaisseur du sujet. Mais alors, si ce n'est pas la pression sociale ni la quête de liberté, quelle autre raison peut nous pousser à vouloir disparaître? En troisième position, on retrouve la psychologie de la fuite et celle de la renaissance. Les psychologues parlent de stratégies d'adaptation. Face à une situation stressante, on développe des mécanismes d'adaptation. Certaines personnes affrontent, d'autres évitent. Et parfois, t'as trop affronté, t'es fatigué, et la seule option envisageable à tes yeux devient l'évitement. Attention, rien à voir avec de la faiblesse. Et la disparition volontaire, c'est un peu l'extrême de l'évitement. Pourtant, pour d'autres, elle n'est pas du tout vécue comme une fuite, mais plutôt comme un acte fort, une manière radicale de briser le cercle pour renaître ailleurs et reprendre le contrôle. On en parlait avec Anaïs dans l'épisode précédent, mais une majorité de personnes qui débutent en thérapie y vont car ils ont marre de répéter encore et toujours les mêmes schémas sans réussir à s'en extirper. Pour nous parler de ce sujet, j'ai demandé à Yona, probablement ma plus vieille amie, de venir témoigner. Je crois qu'à un moment, j'ai eu besoin de briser un cycle. Pas juste de changer de décor, mais de vraiment couper. J'étais arrivée à bout physiquement, émotionnellement, et mon corps m'a lâché avant ma tête. Je me suis retrouvée dans un espèce de néant total où j'avais plus d'énergie, plus d'envie, plus rien en fait. Et je crois que c'était ça le vrai burn-out qui était pas juste pro, mais presque existentiel en fait. Et après 5 jours de ce néant, je me suis dit que je voulais pas me laisser tomber. Alors j'ai rassemblé le peu d'énergie qui me restait pour faire un sac à dos et prendre un billet d'avion pour la Grèce. Et ce moment-là, je l'ai pas vu comme une fuite, mais plutôt comme un instinct de survie. Juste marcher, nager, écrire, être au soleil, juste respirer sans attendre quoi que ce soit. Et cette semaine, elle m'a vraiment permis d'y voir plus clair, pas parce que j'ai découvert qui j'étais, je savais déjà, mais parce que j'ai vraiment pris le temps de m'écouter. C'était comme une première mue de serpent, comme un serpent qui se déleste de sa vieille peau,
sans encore tout abandonner. Et quand je suis rentrée à Paris après cette semaine-là, j'ai changé pas mal de choses, mon rythme, ma manière de travailler, certaines relations, mais je sentais encore qu'il y avait quelque chose qui allait pas, que cette peau, elle était encore trop serrée et j'ai compris que c'était pas suffisant. Du coup, j'ai démissionné, j'ai lâché mon préavis, j'ai un peu claqué toute ma vie finalement. Les 4 dernières années, elles avaient été très intenses. J'ai traversé beaucoup d'épreuves, notamment la découverte de l'inceste dans ma famille, ce qui a forcément tout bousculé en moi, ma manière de voir les choses, de comprendre, de ressentir. Et je crois qu'à force de tout encaisser, tout gérer, j'avais fini par me vider. J'arrivais plus à être forte, à affronter encore. Alors j'ai repris un billet d'avion, plus loin cette fois. Greta Thunberg doit me détester probablement. Mais le voyage à l'autre bout du monde, c'était comme traverser cette mue jusqu'au bout, de changer d'air, de langue, de culture, de climat, pour sentir qu'il y avait quelque chose qui se remettait en mouvement à l'intérieur de moi. Et ça m'a fait du bien de me rencontrer ailleurs, d'être hors du cadre, hors du regard des autres, juste pour voir ce que ça faisait d'être moi autrement. Et j'ai jamais vu ce moment comme une disparition. Pour moi, c'était une façon de juste laisser ce qui m'appartenait plus derrière moi. Et d'ailleurs, je crois souvent qu'on se trompe sur la disparition. On pense que partir, c'est fuir, alors qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui disparaissent sans même bouger. Ils disparaissent dans leur travail, dans leur couple, dans leurs relations, dans du binge-watching intempestif, dans des soirées jusqu'à pas d'heure. Ils s'effacent doucement d'eux-mêmes sans même s'en rendre compte. Et moi, j'ai juste décidé de faire une pause avant d'en arriver là. Donc, je le vois plutôt comme un acte de vie, en fait. Et je pense pas que ce genre de coupure aussi radicale que la mienne, elle soit forcément nécessaire pour tout le monde, mais je pense sincèrement que tout le monde devrait s'offrir un mois seul dans sa vie. Un vrai mois. Sans rôle à jouer, sans miroir, sans validation extérieure. Juste un mois pour être soi. Pas pour fuir, pas pour tout recommencer, mais juste pour se dire, vu que je vais finir la fin de ma vie avec moi-même, est-ce que je suis OK avec cette personne? Et c'est ça finalement cette période que je vis aujourd'hui, c'est cette mue du serpent profonde où j'ai laissé ma vieille peau derrière moi qui était lourde, épaisse, pleine d'histoires pas toujours très fun et même si c'est inconfortable, c'est parfois un peu vide et pas toujours très agréable, bah, au moins c'est en mouvement, c'est vivant et je crois que c'est ça le plus important, c'est de sentir à nouveau que je suis vivante. C'est marrant quand même parce que comme Tristan, Yona nous parle de cette nécessité de rester en mouvement, de ne pas s'éteindre sur place. Serait-ce une piste pour répondre à notre question? Peut-être, mais avant toute chose, j'en termine avec la 4e et dernière raison, qui est le mythe du reset. Reset? Reset? Comment on dit ça? Reset? Bref, c'est le scénario classique du film de Noël. Jessica est une grande avocate new-yorkaise qui vient de se faire larguer par son fiancé et rentre passer les fêtes dans la petite bourgade de Snowfall, bla 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 bla. Il lui aura suffi de rentrer dans une boulangerie et de manger un roulé à la cannelle à la 5e minute du film pour que sa vie en soit toute chamboulée et devienne géniale. Je suis sûre que l'on s'est déjà tous imaginé ce scénario au moins une fois dans sa vie. Si je changeais de ville et si je repartais de zéro, est-ce que je serais plus heureux? Je savais bien que mon addiction au film de Noël allait finir par me rattraper un de ces 4, et bah voilà, c'est bon, on y est. Parce que cette dernière raison, c'est totalement moi. J'ai passé énormément de temps à romantiser ma vie, écouteurs dans les oreilles, à m'imaginer tel ou tel moment. Le problème, c'est que l'imaginaire, ça matche jamais avec la réalité. Et résultat, t'es souvent déçu de ta propre vie, et tu ne prends pas suffisamment conscience de combien elle est cool. Et en vrai, quand j'ai réfléchi à cet épisode, je me suis rendu compte que mon parcours de vie, il illustrait plutôt bien ce mythe du reset. Après le bac, j'ai pas du tout regardé les études que j'aurais pu faire à Nantes. Je suis partie 2 ans à Angers, puis 2 mois à Paris, puis 1 an à Tours, 6 mois en Asie, 6 mois à Bordeaux, 6 mois en Australie, de nouveau 1 an à Bordeaux, un petit tour Covid avec un passage d'1 an à Nantes, et hop, me voilà depuis 3 ans à Annecy. Un record. Et personne ne m'a jamais forcé à bouger, mais ça ne m'est jamais passé par la tête de rester là où j'étais. D'une part parce que je pense que j'aime quand même bouger et découvrir de nouveaux endroits, mais aussi parce que je n'étais jamais pleinement satisfaite de la vie que j'avais à chaque fois. Et même maintenant que j'ai conscience de ce mécanisme chez moi, je suis déjà en train de me dire « Tiens, qu'est-ce qui se passe ailleurs ? Pourtant j'adore ma vie à Annecy, hein. Bien sûr que c'est pas parfait, mais je m'éclate. » C'est comme si je trouvais que c'était trop dur d'améliorer sa vie à l'endroit où tu vis déjà, et que ça devait forcément passer par un grand renouveau de A à Z pour devenir qui je voulais vraiment devenir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si ça vous fait aussi à vous.
Alors peut-être que ces déménagements étaient pour moi des micro-disparitions. Parce que quand je m'imagine disparaître réellement sans un mot, j'arrive à me projeter sur quelques jours et puis après je me dis « Tiens, faudrait quand même que je note les adresses de 2-3 personnes pour leur envoyer des cartes postales et garder des news. » Ouais, donc non, clairement, je pense que je suis pas prête pour faire le grand saut, ma vie me rattrapera toujours, signe qu'elle n'est pas si mal. Est-ce que la plus belle illustration de cette envie de disparition n'est pas Into the Wild ? Petit rattrapage pour ceux qui n'ont pas lu le livre ou vu le film, le personnage principal, Christopher McCandless, plaque tout. Études, famille, argent, identité sociale, pour partir à la quête de la liberté, la vraie. Il change de nom et se rebaptise Alexander Supertramp. Il efface son passé, il brûle ses papiers, son argent, bref, la totale. Il idéalise cette vie loin de la société, sans contrainte ni rôle, plus proche de la nature. Je ne vous spoile pas la suite de l'histoire, si vous avez 2h30 devant vous, je vous recommande de regarder le film, il vaut vraiment le détour. Mais à la fin, il écrit dans son carnet cette phrase. « Happiness is only real when shared ». Cet accent. En gros, le bonheur n'est vrai que lorsqu'il est partagé. Est-ce que du coup, ça signifie que nous ne sommes pas faits pour tout abandonner ? Que le mouvement, c'est la vie, mais que finalement, comme disait Orelsan, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison ? Je balance des pistes de réflexion comme ça, mais franchement, pour la réponse, ça reste mystère et boule de gomme. On pense souvent que disparaître volontairement est un geste marginal, réservé aux cas extrêmes et aux gens malheureux. Mais en réalité, la mécanique, elle est beaucoup plus banale qu'on ne le croit. Parce que si on y réfléchit bien, je crois qu'on pratique tous plus ou moins consciemment des formes de petites disparitions. Ce que j'ai vécu à travers mes déménagements, c'était une version soft. Comme si changer de ville, c'était déjà une façon de tourner la page, de me sortir d'une identité qui ne me convenait plus. Et finalement, quand on regarde autour de nous, c'est hyper courant. Tu fais un burn-out et tu pars en voyage backpack. Tu claques ta démission sans aucun plan B. Tu quittes Paris pour te mettre au vert. Tu divorces et tu changes radicalement de vie. Et puis ceux qui disparaissent totalement des réseaux, je suis sûre que vous en avez comme ça dans votre entourage. Et d'ailleurs, si je pousse le concept à l'extrême, est-ce que partir en vacances, ce serait pas une forme de petite disparition, justement ? Cette envie de quitter son quotidien, les collègues qui saoulent et de briser la routine parce qu'on en a trop marre. Je crois que tout ça, ce sont des petites morts sociales. Et c'est d'ailleurs un vrai concept en sociologie, la mort sociale. C'est ce moment où tu sors du radar d'un groupe pour renaître ailleurs. Finalement, est-ce qu'on n'a pas tous ce besoin, à un moment donné, de disparaître un peu pour mieux respirer ? Alors oui, bien sûr, il y a un énorme paradoxe derrière cette idée de disparition. On se dit que si on part ailleurs, si on change de décor, si on coupe les ponts, on repart à zéro. Mais la psychologie, elle nous rappelle une chose essentielle. Changer d'environnement, ça ne suffit pas à changer de vie intérieure. C'est un peu comme le fameux « je pars en voyage pour me retrouver ». Bon, pourquoi pas, il y a sûrement des gens pour qui ça a fonctionné. Mais en réalité, changer d'auberge de jeunesse tous les 4 matins et enchaîner les buckets à Phuket, ça n'a jamais sauvé personne. Tu rentres juste chez toi avec des souvenirs, plus d'argent et toujours les mêmes problèmes. Je crois surtout qu'on part en voyage pour souffler plutôt que pour se trouver. Et comme le disait Freud, on ne se débarrasse jamais de son inconscient. On emporte toujours avec soi ses blessures et conflits non résolus. Même si on brûle nos papiers d'identité et qu'on change de nom, notre histoire, elle reste là. Et disparaître, c'est souvent recréer les mêmes schémas ailleurs. Regardez-moi, j'ai déménagé 6 fois et j'ai toujours pas retenu la leçon. Croyez-moi, rien ne change en un claquement de doigts et 4 cartons. Si vous aussi vous avez ces envies de disparition et que, comme moi, vous vous demandez si c'est dangereux ou bizarre, je vous rassure, non. Ouf. Tant que ça reste un fantasme, une pensée qui surgit de temps en temps ou votre imagination qui vous joue des tours, c'est ok. En psychologie, on parle de pensées intrusives. Elles sont très fréquentes et peuvent concerner tout un tas de sujets. Elles ne traduisent pas forcément d'une réelle intention de passer à l'acte, mais elles peuvent en dire long sur notre état de fatigue ou nos émotions à un moment donné. En revanche, si cette envie devient récurrente ou obsédante et qu'elle s'accompagne d'un profond mal-être, ne la minimisez pas. Parlez-en à un proche, à un professionnel, c'est un signal à prendre au sérieux. De toute façon, disparaître complètement aujourd'hui, c'est quasiment mission impossible. Vous avez sûrement déjà regardé New York Police Judiciaire ou NCIS, on laisse trop d'empreintes partout, à commencer par Internet. Et tout effacer, ça demanderait soit beaucoup d'argent, soit d'avoir le roi des geeks dans ses contacts. Alors peut-être qu'au lieu de tout envoyer valser, on peut commencer par s'inventer des petites échappées du quotidien. Couper son téléphone le temps d'un week-end, désinstaller une appli, dire non à un projet, changer d'air quelques jours. Et puis comme il vaut mieux prévenir que guérir, ça passe aussi par poser ses limites, oser dire non, refuser certains rôles et arrêter de se justifier pour alléger cette pression permanente. Bon allez, sur ce, je vous laisse, je m'en vais m'appliquer mes propres conseils. Non parce que vraiment j'adore mon appart, alors ce serait bête d'à nouveau déménager. Parce que disparaître, c'est tentant, mais apprendre à rester, c'est tout un art. C'était Cécile pour un nouvel épisode de Flou.
N'hésitez pas à me partager ce que vous en avez pensé depuis le compte Instagram flou-podcast. Et si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner ou laisser des petites étoiles sur Spotify. Ça fait toujours plaisir. On se dit à très vite pour une nouvelle discussion.